Marc, je regardais les Mets. On va les voir ce lundi. On les a vus ce dimanche. On a beaucoup de releveurs gauchers sur la liste des joueurs blessés. Là, les Phillies probablement s'ajoutent. Est-ce que des équipes qui ont qui sont peut-être pas placées pour aller en série, qui ont un releveur gaucher potable, en train de se frotter les mains en disant que les Mets et les Phillies, ben voilà, j'en ai deux qui vont se battre pour avoir mon releveur gaucher. Au jeu! Deuxième prise! Compte complet! Le balado Côte complet est présenté par Don Match, à Boucherville et au Saguenay, votre centre d'entraînement et boutique de baseball avec cage de frappeur intérieur et lance-balles. Fier partenaire de votre passion. Voici vos animateurs, Alain Usereau et Mark Griffin. Bienvenue à Compte complet au milieu du mois de mai. Alain Usereau en compagnie de Mark Griffin. Aujourd'hui, au menu, on parlera évidemment du dossier des Orioles de Baltimore. Ça va pire que ce qu'on aurait pu imaginer dans les pires cauchemars là-bas. Le gérant a été congédié. Il y a une équipe qui est aux antipodes des Orioles, sans beaucoup d'attente nécessairement, des Twins du Minnesota qui ont surpris au cours des 2 dernières semaines. On va parler également de la suspension pour dopage d'Alvarado avec les Phillies de Philadelphie. Il y aura des conséquences assurément pour les Phillies. La résurgence de Javier Baez, de façon surprenante. Il y a quelques belles histoires chez les Tigers de Détroit. Et on va parler également de l'histoire de Cal Stowers, un ancien prospect des Orioles de Baltimore. On va faire son portrait dans le cadre de notre section Baseball Bob. On va parler des petits joueurs. Il y en a un qui a pris sa retraite. Pas une très grande carrière, mais il a fait sa place pendant une dizaine d'années dans le baseball professionnel, Tony Kemp. Quelle est leur place aujourd'hui dans le monde du baseball? Je sais que Marc aime beaucoup parler de ces joueurs à qui on donne pas beaucoup de chance, qui réussissent à percer. On va s'arrêter un petit peu là, sur les tendances actuelles, ce que ça veut dire pour les petits joueurs aujourd'hui et leurs perspectives. Bon, Marc, les Orioles de Baltimore, on gagne un match sur 3. Je veux dire, dans le pire cauchemar entourant les Orioles, on n'aurait jamais pu imaginer une saison semblable. Plusieurs les mettaient premier ou deuxième, sinon la majorité des observateurs, malgré le fait qu'on avait perdu Corbin Burns. Mais là, on n'aura pas Grayson Rodriguez probablement pour cette saison de la façon que c'est parti. Et tous ceux qui sont en venus, Marc, Charlie Morton, c'était horrible. Kyle Gibson, je ne sais pas ce qu'on a pensé, bref, c'est la loi de Murphy qui s'applique. Tout ce qui peut aller mal, effectivement, tourne au vinaigre. Et ça donne le résultat qu'on a. C'est ouais. Carrément ça. Alain, moi, ça a commencé, là. Je pense que l'inactivité ou le fait qu'on n'a rien fait pour véritablement, améliorer l'équipe. On a perdu Corbin Burns. Et là, on a signé Charlie Morton, puis je veux dire, c'est atroce. Là. Je regardais les moyennes de points mérités, Alain, ce matin. Là. Écoute, c'était... j'ai été obligé de le relire 2 ou 3 fois là, pour m'assurer que c'était bien des moyennes de points mérités ainsi. Tu sais, je regarde ça, le Charlie Morton. Gibson, tu parlais de Gibson, là. C'était une moyenne de points mérités là, de 16,78. Alors, les lanceurs, c'est sûr que tu as parlé de la blessure de Rodriguez. Fait que les lanceurs n'ont pas fait du tout à quoi on s'attendait. C'est même nettement pire. On peut employer cette expression-là, qui n'est pas très francophone, mais en bas. Mais l'attaque qui nous habitue à marquer au-dessus de 5 points par match, on est en deçà de 4 actuellement. Donc, l'attaque qui devait combler ne fonctionne pas. On congédie le gérant qui est là depuis quoi? 7-8 ans? Qui était là depuis 7-8 ans? Puis là, on le remplace par un gars. Puis là, il n'y a pas eu d'impact immédiat. On est 0-2 là, depuis l'arrivée du nouveau gérant. Écoute, c'est une multitude de raisons. Alain. Il n'y en a pas juste une. C'est une multitude. Et par contre, moi, je crois quand même au cœur de cette équipe. Tu sais, t'as des Gunnar Anderson, t'as des Adley Rutschman, t'as des Jackson Holliday. Je sais qu'ils peuvent pas faire tout seul, là, mais il y a moyen de revirer ça de bord. Je vous dis pas de cette année qu'on va en gagner 60 de suite puis qu'on va finir premier.
Mais je pense qu'il y a assez de jeunes gars avec du caractère, un peu de leadership pour rebondir. Maintenant, ça va prendre un effort de partout, là, Alain. Là. Ça va prendre un effort de la haute direction, ça va prendre un effort, il va falloir changer des choses. Et honnêtement, c'est pas un changement de gérant en mettant le coach du troisième comme gérant, puis en faisant. Je pense pas que c'est là qu'on va trouver des solutions. Ça va prendre pas mal plus que ça, selon moi. Marc, je regardais pour voir s'il y avait des blessures. Il y a Carlton Cowser, c'est un gros morceau, il faut bien le mentionner, là, qui n'a pas, bon, après 4 matchs, s'est retrouvé sur la liste des joueurs blessés, n'a pas joué depuis. Grayson Rodriguez, ça c'est énorme parce que c'est lui qui devait prendre la place de Corbin Burns comme, tu sais, ton cheval de Troie, c'est lui qui devait servir de locomotive pour toute l'équipe. Puis il y a un aspect que tu n'as pas parlé encore, Marc, c'est la défense, c'est pas mieux. La défense, on est parmi les pires dans le baseball majeur. Pire moyen de points mérités, c'est un constat d'échec. Est-ce que ça signifie, Marc, que les équipes qui ont des fenêtres comme ça doivent en profiter vraiment au moment où c'est chaud? Ça a été le cas en 2024, ça a été le cas en 2023. Est-ce qu'on aurait dû tout donner à ce moment-là? Puis est-ce que la fenêtre est déjà en train de se refermer? Toi, tu crois à ce noyau-là? Donc, dans ton cas, tu penses qu'il y a encore de quoi bâtir? Là? Oui, absolument. Écoute, Alain, je veux dire, c'est 45 matchs là c'est sûr que c'est pas super ce qui arrive, mais je crois qu'il y a quand même quelque chose à faire. Tyler, il y a eu des blessures. Gunnar Anderson n'a pas commencé l'année. Ça, on dirait que c'était lourd comme conséquence. O'Neill qui est arrivé, blessé lui aussi. Tu as parlé de la blessure à Cowser. Pas des excuses, Alain, mais bon, clairement, il y a un problème de synergie dans cette équipe-là. Pourtant, ça semblait être le contraire. Tu parlais de 2023-2024. Fait que difficile de mettre le doigt sur un élément. Mais moi, là, je trouve qu'on a quand même... Tu sais, Gunnar Anderson, pour moi, là, je veux dire, il y a de la difficulté, il a été blessé, tout ça, mais on parle d'un gars, la trempe de Bobby Witt Jr. Tu sais, c'est un gars qui peut dominer, là. À l'âge qu'il a, moi, je crois encore à lui. Jackson Holliday, on en a parlé, c'est nettement amélioré comparativement à l'année passée, mais fait que moi, je crois encore à ça, mais Alain, je pense que là, la direction doit agir un petit peu plus. Puis, si on le savait tous, Alain, durant l'hiver, puis on arrive au camp d'entraînement, on n'a pas posé des gestes qui pouvaient permettre justement à ce jeune noyau de dire « Wow, là, OK, là, la direction là, est allée chercher une coupe de lanceurs. OK, on a perdu Corbin Burns, ça va, mais on a posé tel et tel geste. » Tu sais, c'est pas les gestes qu'on a posés, là, c'est pour mettre des plasters. Tu sais, Charlie Morton, puis là, t'espérais, là, tu te dis, on va le signer, puis on espère qu'il va nous en donner un petit peu. Alors que je pense qu'on avait le réseau de filiales, on avait quand même des choses intéressantes qu'on pouvait offrir à d'autres équipes pour tenter de rehausser un petit peu là, les espoirs. Parce qu'Alain, la grande majorité des gens de baseball plaçaient les Orioles parmi les 2 premières positions de la division Est cette année. Là. Il n'y a pas beaucoup de monde qui disait que les Orioles allaient terminer là, en deçà de 500. Là. Donc, c'est bon. C'est vraiment dur à pointer parce que, comme tu l'as dit, c'est mauvais à tout point de vue. Il y a beaucoup de blessés chez les lanceurs partant, des gars sur lesquels on se fiait, Marc. Je pense à Carl Bradish. Il y a un gars dont on ne parle pas beaucoup, mais Tyler Wells, Marc, qui n'a pas été mauvais quand il a lancé. C'en est un autre. Trevor Rogers, Marc, on a payé le gros prix pour l'obtenir, puis on n'a rien eu encore. Là, est-ce que c'est de la malchance ou une mauvaise évaluation de la part de la direction ou de mauvais choix dans regarde, on peut mélanger tout ça, mais je pense qu'on avait un plan, c'est juste que là, le gâteau n'a pas pris avec ces choix-là, puis tu te dis, il y en a un ou deux de ces gars-là, peut-être qui auraient pu nous aider. C'est pas le cas du tout. Oui, mais là, c'est ça. Mais là, Alain, tu peux pas vivre dans le passé. Il faut que tu réalises que ce que tu as devant toi, là, le résultat, tu l'as en pleine face. Alors là, est-ce que après seulement le quart de la saison, on dit on abandonne cette année, on oublie ça, ou on commence à travailler déjà pour essayer de sauver la situation? C'est pas évident, je dois t'avouer, c'est pas évident. Mais les blessures, Alain, on pourrait en parler longtemps. Il y a des équipes qui en ont subi des blessures, puis on reste à niveau malgré tout. En tout cas, on s'éloigne pas trop du niveau de 500, alors que là, les Orioles, je veux dire, sont sur une autre planète là, présentement. Oui.
Fait que c'est très malheureux, mais moi, je crois que c'est une équipe qui va pouvoir rebondir. Il y a beaucoup trop de talent, Alain. Je peux pas croire qu'on va pas trouver tu sais, on va pas prendre les choses en main là-dedans là, pour essayer de redonner un petit peu d'espoir et aux joueurs et aux partisans. Là. On va parler d'une équipe qui est dans l'autre direction, Marc. Les Twins du Minnesota. Ils ont mis fin hier avec une défaite, Marc, faut bien le mentionner, là, on est venu près de créer l'égalité en fin de match. C'est Jackson Chourio qui a empêché les Twins de créer l'égalité en fin de match là, sur ce qui aurait pu être une longue balle de Lewis. Marc, 13 victoires de suite. On s'est ramené dans le coup dans la section Est de la Ligue américaine, dominé par les Tigers, qui ont le meilleur dossier de la Ligue américaine, en passant. Marc, c'est pas un hasard, on l'a mentionné souvent, cette équipe-là carbure à 3 joueurs qui sont pas souvent sur le terrain en même temps. Et même si ça n'a pas été parfait dans le cas de Lewis, Marc, ils étaient là tous les 3 en même temps. C'est une équipe qui ne dégage pas la même chose quand ces 3-là ne sont pas là. On parle de Lewis, Correa et Buxton. Ouais, non, c'est vrai. Écoute, puis tu sais, on parle de gars qui peuvent changer l'allure d'un match d'un seul élan à chaque fois. Non, t'as raison. C'est sûr que ces 3-là. Mais lorsqu'on fait nos prédictions, Alain, on le sait qu'ils sont pas là souvent ensemble. Fait que on le savait, c'est pas une surprise. D'ailleurs, il y en a 2 sur 3 présentement blessés. C'est juste Lewis qui joue. Ce que je remarque de cette séquence extraordinaire, bon là, c'est sûr qu'ils ont battu les Orioles 6 fois dans la séquence de 13. Ouais. Mais c'est pas ça. Ce que je remarque, Alain, on n'accorde pas de points. Tu regardes les pointages, là, de la séquence. Là, on a accordé, là, ça a commencé contre les Red Sox. On a accordé 3-4 points, OK. Après ça, 1, 2, 2, 1, 1. Tu sais, je veux dire, là, après ça, il y a eu un match en manche supplémentaire où on en a accordé 6, mais on l'a gagné. Tu regardes les 3 dernières victoires de la séquence 0, 0, 0. Je veux dire, on n'a pas donné de points. Ouais. On en a marqué, il y a quelques matchs qu'on en a marqué, mais je veux dire, on en a fait juste assez, mais c'est et les lanceurs et la défense là, qui a fait une grande différence au cours de cette belle séquence-là. Ça prouve une chose, Alain, parce qu'avant la séquence, les Twins, là, c'était coup-ci, coup-ça. Il y a eu beaucoup de joueurs de va-et-vient avec le 3A, dont évidemment Édouard Julien qui en a fait partie aussi. Mais tu sais, il y a eu quand même pas mal de changements de la formation. On a jonglé avec ça, puis pouf! Là, comme tu as dit tantôt, là, ça a pris. Là, le gâteau a pris du côté des Twins, alors que ça n'a pas été le cas des Orioles. Mais écoute, tu as tellement raison. Ces 3 gars-là ensemble, je veux dire, tu sais, Buxton là, qui jouait. C'est de valeur parce qu'il jouait de la bonne balle, là, Baron Buxton. Là, puis c'est un gars qui peut dominer au champ centre, qui peut dominer avec sa vitesse, qui peut dominer avec sa puissance. Et Correa, évidemment, qui est un gars que partout où il est passé, tu as l'impression qu'il a eu un impact majeur. Donc, oui, là, le vrai test, c'est qu'on en a 2 présentement sur la liste des joueurs blessés. Alors, on va essayer de reprendre une nouvelle séquence, mais ça, Alain, pour une confiance d'équipe, là, il n'y a rien de mieux qu'une séquence comme ça, parce que même si tu en perds une, tu dis, écoute, on en a perdu une, mais on a une confiance. Et puis ça, on peut traîner ça pendant un petit bout de temps encore. Là. Puis je vais ajouter une chose, Marc. Tu sais, ta fameuse locomotive dont je parle tout le temps, Pablo Lopez, qui est redevenu Pablo Lopez. Avant la saison 2024, Marc, je l'avais mis candidat au trophée Cy Young. En 2023, il y avait une très bonne deuxième moitié de saison. Semble être redevenu le Pablo Lopez de la deuxième moitié de 2023. Puis ça, Marc, t'amènes tout le monde avec toi quand ton meilleur lance de la sorte. Exact. Chose qu'on n'a pas chez les Orioles de Baltimore pour revenir à eux. Tu n'as pas le gars qui va venir freiner là, une espèce de passage à vide. Puis effectivement, ça a un effet d'enchaînement lorsque les gars de départ après départ t'offrent justement des chances de gagner de la sorte. Alors, la recette fonctionne là, présentement pour les Twins. Comme j'ai mentionné, moi, je pense que ça va leur donner l'élan de continuer à bien jouer. Je ne dis pas qu'on va gagner 13 matchs de suite, là, des séquences comme ça tout le temps, mais il y a une confiance qui vient de s'installer avec cette équipe-là. Ouais. Qu'on est capable de jouer et qu'on est capable de tenir tête au meilleur. Là. C'est exactement ça. C'est le temps de la question de la semaine qui est présentée par Sylmar Autoville. C'est votre détaillant pour les pneus de voitures et de camions classiques et antiques. Consultez le www.sylmar.ca. Et la question, on revient aux Orioles de Baltimore. Pensez-vous que le changement de gérant sera suffisant pour relancer les Orioles? Envoyez-nous vos commentaires. Vous pouvez passer par notre page comptecomplet.com, par notre page Facebook également, facebook.com/comptecomplet balado.
Le baseball, c'est plus qu'un divertissement. Après des mois d'inactivité, on veut bouger sur des terrains de balle. Rendez-vous au baseballquebec.com. Débranche tout et on va jouer dehors. Ce sera ton été de baseball. Alain, juste un petit mot pour souligner notre partenaire principal, Plan de match, boutique de baseball et à Boucherville et au Saguenay, c'est à Jonquière. À Boucherville, il y a des cages de frappeurs. Vous pouvez vous offrir même des cours privés avec des entraîneurs évidemment qualifiés. Boutique en ligne, allez sur boutiqueplandematch.com. Vous pouvez même aller chercher une casquette de compte complet, qui sait. Mais évidemment, la belle saison, même si la chaleur tarde à arriver, là, ça s'en vient. Alors, on remercie Plan de Match, évidemment, de leur soutien à notre balado. Et si vous voulez en savoir plus, justement, sur notre balado, allez sur notre site internet comptecomplet.com pour savoir comment aller nous écouter ou nous regarder via notre chaîne YouTube. Bon, un deuxième joueur d'impact, Marc, a été pris pour dopage. On se rappelle avec les Braves d'Atlanta, Jurickson Profar. C'est maintenant Alvarado avec les Phillies de Philadelphie. C'est un des gros hommes de confiance, José Alvarado, à Philadelphie. Patte gauche qui lance fort. Même en début de saison, avec les ennuis de Romano, c'est lui qui a fermé la porte en fin de match. Romano avait repris son rôle. Ça va faire mal, Marc. Avec le degré de responsabilité qu'il avait, ce ne sera pas facile de le remplacer. Là, tout le monde va changer de rôle. On peut présumer que c'est Matt Strahm qui va lancer probablement dans des manches plus proches de la 9e. Lui qu'on amenait souvent 6, même parfois 5, 6, 7e. Marc, moi j'ai... De ce côté-là, je pense que les pénalités ne sont pas assez sévères. Puis quand je dis pas assez sévères, c'est quand un gars est pris, le contrat qu'il a avec l'équipe devrait être annulé. C'est pas compliqué. C'est un contrat de plusieurs saisons. J'ai Robinson Cano en tête qui avait un contrat de plusieurs saisons quand il s'est fait prendre. Puis il a perdu une saison, je ne sais pas combien d'années. Moi, j'ai l'impression qu'on devrait aller jusque-là. Il devrait avoir une clause à partir du moment où tu te fais prendre. Ben, regarde, ton contrat, tu vas le renégocier, mon ami. Écoute, Alain, ça, c'est une discussion, moi, je me rappelle, là, ça fait plusieurs années, lorsqu'on parlait lorsqu'on a commencé, lorsque le baseball majeur a décidé là, de prendre les choses au sérieux, là, puis de commencer à avoir des pénalités un petit peu plus sévères, parce qu'avant, c'était une vraie farce, là. Mais je me rappelle qu'on suggérait ça à l'époque. Là, on s'est dit non, il faut aller là où ça fait mal. Et où ça fait mal, c'est que tu vas dans la poche du joueur, un. Mais deux, effectivement, si tu as un contrat à long terme ou tu as un contrat ou c'est comme c'est terminé. Là, tu vas me dire, il y a des gars qui vont prendre ça pour devenir joueur autonome plus rapidement et aller signer ailleurs. Là. Mais il devrait avoir des. Non, mais tu comprends, je suis d'accord avec toi. Moi, je trouve que c'est pas encore assez sévère. Je trouve ça plate que ça arrive encore. Puis, tu sais, je veux dire, il n'y a pas d'excuse, Alain. Tu peux pas dire que tu n'as pas été renseigné, que tu as été imprudent. Je veux dire, tout est là, présentement. Là. Tout est en. Tu es un athlète professionnel, tu es dans une industrie où on dit voici ce que tu peux et tu ne peux pas prendre. Si tu n'es pas certain de ce que tu veux manger ou boire ou faire, peu importe, ben renseigne-toi. C'est ta responsabilité de le faire. On te donne des millions de dollars pour jouer. Donc, pour moi, je veux dire, il y a pas d'excuse. Il y a pas d'excuse. Puis, tu sais, là, il a même pas fait de commentaire, Alvarado, là. Puis même, j'écoutais le gérant à ce moment-là qui disait, ben écoute, là, faut passer à autre chose, on n'a pas le choix. Ben oui. Alors, tu laisses tomber ton équipe, où on s'entend que les Phillies, on s'attend à une grosse saison de leur part, on pense aller loin en série. Et d'ailleurs, il n'est pas admissible en série. Là. C'est terminé pour lui, le 2025. C'est un énorme morceau, Alain, puis tu l'as dit, compte tenu du degré de responsabilité des releveurs en général, des releveurs de fin de match. Là, tu as un gaucher qui lance 100 000 à l'heure, qui n'est pas parfait, mais qui va en retirer des frappeurs. Ouais. Ça change la donne, Alain. Je m'excuse, ça change la donne. Ouais. Connaissant David Dombrowski, on va réagir à ça. Je vous dis pas qu'on va faire une transaction demain matin, mais on va réagir à cette perte-là. C'est clair. On nous a habitués chez les Phillies à avoir des lanceurs de feu en fin de match. J'ai l'impression qu'on va bouger plus tôt que tard du côté des Phillies de Philadelphie.
Parce que là, tu parlais d'une fenêtre tantôt des Orioles, mais là, la fenêtre des Phillies est réellement là, compte tenu de l'âge de la majorité des bons joueurs. Fait que moi, je m'attends à ce que les Phillies bougent, mais quelle déception de voir encore que 2 joueurs d'impact, parce que Profort peut jouer un rôle très, très important chez les Braves. Ouais. Alors qu'Alvarado, c'est encore davantage du côté des Phillies. Marc, je regardais les Mets. On va les voir ce lundi. On les a vus ce dimanche. On a beaucoup de releveurs gauchers sur la liste des joueurs blessés. Même qu'il y a probablement des solutions temporaires au sein de la formation des joueurs. Là, les Phillies, probablement, s'ajoutent. Est-ce que des équipes qui sont peut-être pas placées pour aller en série, qui ont un releveur gaucher potable, sont en train de se frotter les mains en disant que les Mets et les Phillies, mais voilà, j'en ai 2 qui vont se battre pour avoir mon releveur gaucher. Ce sera au plus offrant. Absolument. Ben non, mais c'est comme ça, c'est ça le marché, là. C'est exactement ça. Ben oui. Ouais. Puis tu sais, c'est pour ça même que des joueurs, des joueurs ou des équipes qui signent des gars, tu sais, des fois un vétéran, on va le signer, puis s'il connaît une bonne saison, oups, soudainement, ben c'est sûr que ça va être un joueur qu'on va pouvoir offrir éventuellement à d'autres équipes pour aller chercher peut-être un plus jeune. Alors, c'est pour ça que c'est pas fou des fois de signer un vétéran. Et là, il s'agit de voir quels sont les gauchers dans le marché qui vont pouvoir aider une de ces 2 équipes-là. Puis là, c'est le fun parce que les 2 sont dans la même division. Les 2 recherchent à peu près la même chose. Alors, c'est sûr que sûr que tu te frottes les mains quelque part si jamais tu as un joueur qui est intéressant à ce niveau-là. Oui, et puis dans le profil, là, je regardais, brièvement, là, puis je regardais Ryan Borucki, Marc, qui n'a pas accordé beaucoup de coups sûrs depuis le début de la saison, qui lance bien. C'est le genre de joueur qui pourrait se retrouver dans une des 2 équipes, là. Je ne dis pas que c'est lui, mais c'est exactement le genre de joueur qui sera visé par les Mets et les Phillies au cours des prochaines semaines. Peut-être même des prochains jours, là. Et les Pirates seraient fous de ne pas écouter dans le contexte dans lequel ils sont. Ça fait longtemps que tu me parles de... ça fait quelques semaines que tu me parles de Javier Baez, puis effectivement, c'est impressionnant ce qu'il est en train de réaliser actuellement. On n'était même pas sûr, Marc, que ce gars-là n'était pas joué régulièrement quand la saison a commencé. Il y a eu quelques blessures qui ont profité à Torkelson. Quand je parlais quand je présentais le balado, les Tigers, c'est toujours la même chose. Quand tu as une bonne saison de la sorte, il y a toujours une surprise ou 2. Ben, les Tigers en ont quelques-unes. Il y a des blessures qui ont fait en sorte qu'il y a des opportunités qui sont présentées à Torkelson et à Baez. Les 2 jouent régulièrement et contribuent à ce superbe début de saison des Tigers de Détroit. Ce changement de position-là, Marc, tu as 2 façons de réagir. Où tu te dis, moi, j'ai été joueur d'Areco toute ma vie, ça ne me tente pas de changer de place. Ou bien, regarde, c'est peut-être une occasion de me faire valoir parce que j'ai rien fait qui vaille depuis que j'ai signé un contrat avec les Tigers. Et puis, écoute, ce qui est surprenant dans ça, Alain, c'est que Baez frappait plus, là. C'était terrible, là. C'était un retrait pratiquement assuré. Mais tu dis, au moins, c'est un bon gars à l'Areco. Puis là, tu dis, ben là, ta force, là, on va la changer de place sans vraiment savoir si elle allait devenir une force, ça aussi. Ouais. Mais bravo à Baez, parce que moi, je pense qu'il a pris ça de la bonne manière. Il a pris ça en disant, parfait, je suis un bon joueur d'Areco, mais je suis un bon athlète. Je vais aller vous montrer comment ça se joue au champ-centre. Puis en ayant cette attitude-là, Alain, en tout cas, je suis pas dans sa tête, mais je suis pas mal convaincu que je suis pas très loin de la vérité, là. Et en allant, tu sais, dans cette optique-là, d'aller au champ extérieur puis de dire, regardez bien ça, là, je vais vous montrer c'est quoi un bon athlète. Écoute, ça a eu un effet positif sur son coup de bâton. C'est pas la raison, mais je veux dire, c'est beau à voir, là. Tu sais, c'est un retour, Alain, de Baez d'il y a 10 ans, là. Pas il y a 3 ans, là. Il y a des chiffres d'il y a 10 ans, donc. Bravo. Je sais pas qui a travaillé avec lui. Est-ce que c'est un aspect plus mental? Est-ce que c'est un aspect plus physique? Moi, je suis pas mal convaincu que c'est un aspect mental. Là, il est en train de montrer tout son talent. Il joue un excellent champ-centre. Excellent. Là, je regarde la qualité de ses départs, la qualité de ses courses, l'angle de ses courses. Tu sais, je veux dire, c'est très, 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 très solide. Et là, il arrive au bâton, puis il a l'air d'avoir un plan finalement. Là. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de retrait sur des prises, mais lorsqu'il fait contact, Alain, ce sont finalement des contacts encore plus francs. Son taux de contact est plus élevé. Ça vient encore avec des retraits sur des prises, mais là, je veux dire... Puis là, tu as parlé de Torkelson. C'est un effet d'enchaînement, Alain, tout ça, là.
Green se sent plus tout seul. Carpenter se sent plus tout seul. Là, c'est une équipe, c'est une affaire d'équipe, là, les Tigers, présentement. Ils sont partis. Là. Moi, je pense que les Tigers s'en vont directement remporter cette division-là. Même si c'est serré, même si je croyais que les Royals allaient être un peu meilleurs, je regarde ce qui se passe avec les Tigers. J'adore leur gérant, j'adore la façon dont ils se comportent là-dessus. Il y a des failles, c'est pas parfait dans cette équipe-là, mais je vais te dire une chose, ça va être une équipe à surveiller d'ici la fin de l'année. Oui, puis je regardais sur le plan statistique ce que ça donnait à certains égards. Marc, en défense, ça se confirme. Ça se confirme que son rendement en défense au champ centre est nettement au-dessus de la moyenne. Et je regardais aussi si ses points produits, il y en a quand même 28 en 38 matchs. Est-ce qu'il a contribué à la cause de son équipe? Parmi les réguliers, il est deuxième derrière Torkelson, qui produit à peu près, t'as l'impression, de 3/4 des points de l'équipe. Là. Mais Torkelson est premier pour aider son équipe à gagner. Il y en a un qui est entre les deux, mais qui est utilisé pour des situations, je dirais, c'est Andy Ibanez, qui lui aussi va bien. Donc, écoute, c'est un ensemble de facteurs qui font en sorte que les Tigers sont là, puis Baez fait partie de ceux-là. Oui, puis, tu sais, l'histoire de Torkelson, Alain, c'est une histoire, bon, un choix de première ronde, hein, c'est ça, Torkelson, un choix de première ronde? Oui, premier total. Premier au total, exact. Donc, les attentes étaient élevées. Passer du temps et retourner dans les ligues mineures. Ce que je veux dire, c'est que chaque joueur a son développement. Chaque joueur a son rythme pour se développer. Quand tu es un choix de première ronde, premier au total, évidemment, il y a du talent. C'est la patience. À quel point on est prêt d'être patient. Puis là, tu as un exemple là, qui est là devant toi, de dire on était patient, on est retourné dans la Ligue mineure, peut-être qu'on était découragé à un certain moment donné, mais je pense que les Tigers, puis ça, on en a parlé lors de notre dernier balado, là, mais je pense que les Tigers, il y a quelque chose qui s'est passé, Alain, au niveau de l'aspect psychologique ou mental. Je suis convaincu qu'on a un soutien là, très, très fort à ce niveau-là pour voir des gars comme Torkelson et Baez être des joueurs, là, redevenir des joueurs de premier plan. Et moi, je crois à ça à 100 000 à l'heure. Ce qui se passe dans ta tête, là, quand tu es un athlète, ça fait toute la différence. Puis chapeau aux Tigers à ce niveau-là. Puis ça donne du très, très bon baseball, en tout cas. Oui, et je vais terminer en disant, Marc, que celui qui mène les Tigers pour le WAR, c'est qui? C'est Javier Baez. Puis son gant est en grande partie responsable de ça, évidemment, conjugué à un rendement à l'attaque, un MPP au-dessus de 800. C'est le temps de la carte de la semaine. C'est une présentation de cartes d'union dépôt.ca. C'est votre détaillant de cartes sportives et non sportives avec plus de 60 000 articles en vente sur eBay et une cote parfaite de satisfaction à 100%. On s'est arrêté sur Orestes Minoso, qui était connu sous le nom de Mini Minoso durant sa carrière. C'est un Cubain d'origine qui a commencé sa carrière un peu tardivement. Marc, il faut rappeler que c'était la fin des années 40. On ne se cachera pas, c'est en raison de la couleur de sa peau qu'il a commencé tardivement sa carrière. Une carrière tout à fait exceptionnelle et spectaculaire. Marc, t'es capable de voler des buts, t'es bon en défense, t'es rapide, cognait solidement, c'était un cogneur de balles en flèche. A joué avec les White Sox de Chicago, en fait 2 séjours avec les White Sox. Il a été productif pratiquement jusqu'à l'âge de 40 ans. Et pour des fins promotionnelles, on l'a fait jouer, Marc. Ouais. Mets-toi bien en 1976. 8 présences au bâton, trouver le moyen d'avoir un coup sûr. Et en 1980, de sorte que c'est le seul joueur qui a joué dans 5 décennies différentes. On s'entend, c'est pour des raisons promotionnelles. Mais toujours est-il que c'est un gars qui a marqué le baseball pendant très longtemps, Marc. On disait que c'était probablement des joueurs qui n'étaient pas au temple de la renommée, qui mériteraient de l'être en faisant de l'extrapolation sur ce qu'il aurait pu réaliser s'il avait, tu comprends, s'il était arrivé dans le baseball majeur à l'âge où tout le monde arrivait à ce moment-là, 22-23 ans, où il aurait pu facilement ajouter, je te dirais, 1000 coups sûrs, pas loin, ce qui lui en aurait donné 3000. Donc, finalement, en 2022, on l'a admis au temple de la renommée. La carte qu'on vous présente, c'est la carte 262 de OPG 1977. Ça, c'est après. C'est 8 présences au bâton en 76. Comme je le mentionnais, c'était pour des raisons promotionnelles. 264 dans cette série-là, c'est pas beaucoup. La version américaine, ça c'est l'ensemble canadien, l'ensemble américain, c'est beaucoup plus, c'est 660.
Quant à Manny Minoso, ben, il y a un enfant au total. Là, si vous êtes un amateur, ben, attelez-vous, c'est 342 cartes au total. Il y en a que c'est beaucoup plus. Là. Et dans le cas de Manny Minoso, c'est 342 cartes au total. C'est notre carte de la semaine. Je vous souligne qu'au cours de cette semaine, vous pourrez entendre le témoignage d'un ancien de l'organisation des Dodgers, Jean-Guy Noël, qui est originaire de Drummondville, grand lanceur gaucher, qui a connu une très, très bonne saison et par la suite une blessure qui a mis un terme à ses aspirations chez les professionnels. Il va nous raconter son histoire. Et Marc s'est entretenu avec Jasmin Roy, qui fait partie du personnel de recruteurs chez les Blue Jays de Toronto. Ce sera très intéressant à entendre. C'est le temps de notre segment Cercle d'attente. On vous encourage à la lecture avec les livres pondus par notre ami et collègue de Trois-Rivières, Bob McDuff. Et vous pourrez aller sur le site Internet directement, www.baseballbob.ca, avec des livres destinés pour les jeunes, avec évidemment le baseball au centre de ces histoires. Et vous pouvez laisser aller votre imagination. On le dit toujours, il y a beaucoup de livres disponibles sur le sport au Québec, de plus en plus sur le monde du baseball. Donc, allez-y, c'est une bonne initiation à ce passe-temps qui fera aussi développer votre imagination. Portrait de la semaine, Marc, Cal Stowers. C'est avec les Marlins, il connaît une très très bonne saison. C'est un ancien des Orioles de Baltimore. Marc, quand il était avec les Orioles, on regardait l'ensemble des prospects qu'il y avait dans cette équipe-là. Puis bien franchement, ce qu'on lui souhaitait, c'est de changer d'équipe. Il n'y avait juste pas de place pour un gars comme Cal Stowers avec l'équipe, même s'il a produit pendant toute sa carrière dans le baseball mineur. Actuellement, il a un MPP, tenez-vous bien, de 944 avec les Marlins. Donc, lui, cette opportunité-là, je suis convaincu qu'en dedans de lui, même s'il a grandi dans l'organisation des Orioles, il se la souhaitait. Pas fou. Il regardait ce qui se passait autour de lui. Il se disait, jamais je vais avoir une place, moi, avec les Orioles, avec tous ces gens-là. C'est un choix de deuxième ronde, mais il y en avait qui passaient devant lui. Ah, écoute, c'est un cas, Alain, qui est pas unique. Hein? C'est des choix, des hauts choix, mais là, tu te retrouves avec des équipes remplies à la position que tu joues. Ouais. Lorsque tu es dans les ligues mineures, j'ai été là. Moi, lorsque j'étais avec les Dodgers, par exemple, je me suis retrouvé, alors que les Dodgers, faisaient beaucoup appel à des choix au repêchage. Là, j'arrive dans l'ère où on décide de dépenser. C'était une ère où on décide d'aller embaucher des Eric Davis, des Darryl Strawberry, chose que les Dodgers ne faisaient pas beaucoup à l'époque, pas tant que ça. Puis là, on s'est tous retrouvés coincés dans les ligues mineures. Fait que le gars qui était dans le 2A, par exemple, et qui veut monter, ben là, il peut pas monter parce que le gars du 3 ne monte pas, parce que là, on vient de signer Darryl Strawberry, puis là, ben, tout le monde est retenu. Ouais. Puis là, tu espères un peu changer d'air. Puis dans mon cas, je me retrouve avec les Expos où je suis pas fou non plus, là. Je regarde en bas, t'as Cliff Floyd, puis t'as Rondell White, puis t'as Curtis Pride, puis t'as toute cette gang-là qui s'en vient. Fait que là, moi, je savais qu'il fallait que je fasse ma niche un petit peu avant. Fait que ce que je veux dire par là, c'est que les gars, ils savent ce qui se passe autour. Et malgré tout, il faut que tu joues, il faut que tu sois professionnel, il faut que tu donnes le meilleur rendement possible parce que, tu sais, c'est malheureux à dire, mais lorsque tu es dans les ligues mineures, tu sais, tu joues beaucoup pour toi, là. Parce que si ton équipe avec laquelle tu appartiens ne te donne pas la chance, ben t'espères qu'il y a une autre équipe qui te regarde jouer et qui te dit hey, « moi, je vais lui donner sa chance ». Ça se passe un peu comme ça dans la tête des joueurs, tu comprends? Alors évidemment, ce que tu souhaites, c'est que l'équipe qui te repêche, avec laquelle tu te développes, c'est là que tu veux aller. Mais si t'es coincé, ben tu te retrouves dans une situation où tu as une chance ailleurs. Fait que Star Wars l'a pris, aussitôt qu'il a quitté l'organisation, et là peut exploiter son grand talent. Fait que, tant mieux, c'est une très, très belle histoire. Les Marlins, les attentes sont pas très élevées, mais de voir un gars comme ça saisir sa chance, là, moi, je trouve ça fantastique. Puis il est rendu à l'âge, Marc, 27 ans. Il fallait que ça passe sous sa carte. L'année passée, ça n'a pas bien été, même qu'il ne joue pas régulier quand la saison a commencé, mais là, même pour les circuits, des points produits, la moyenne au bâton, la moyenne de puissance, la moyenne de présence sur les buts. C'est le joueur de position dont le WAR est le plus élevé. Donc, regarde, là, il n'est plus question de l'enlever de la formation. C'est pas compliqué, là, avec un rendement semblable. Il force la main des Marlins. Donc, chapeau à Cal Stowers. Brièvement, Marc, la semaine des Blue Jays de Toronto est encore fragile. Contre les Tigers en fin de semaine, certains disaient que c'était peut-être
une série baromètre pour voir où on est rendu. 3 matchs d'1 point, ça, c'est le genre de match qui peut basculer d'un côté ou de l'autre. Mais dans le cas du match de dimanche, disons-le bien franchement, Marc, on était chanceux qu'il y ait eu un écart d'un seul point, ça aurait pu être pire. Là. Oui, puis lorsque tu joues une série, la sorte serrée, Alain, tu as besoin d'un gars comme Santander qu'on a mis sous contrat. Et là, écoute, force est d'admettre, là, il y a des petits bobos, là, semble-t-il, mais tu sais, je veux dire, Alain, c'est un MPP à 572. Ben non, je peux pas. Un OPS plus ou MPP plus à 63, là. Tu sais, tu mets, je veux dire, là, tu as le retour de Varsho. Varsho s'est fait, son coup de, écoute, mène l'équipe avec des coups de circuit alors qu'il vient à peine de commencer à jouer. Ouais. On l'a inséré au 3e rang. On cherche encore des solutions pour relancer l'attaque. C'est souvent là le problème chez les Blue Jays de Toronto. Malgré tout, on s'éloigne pas trop de 500. On a l'impression que ce que les Blue Jays attendent, c'est on va se maintenir à 500 jusqu'à temps que Vlad se mette à frapper comme il est capable, et que Santander se mette à frapper comme il est capable. Ouais. Ces deux gars-là se mettent à jouer comme ils sont capables, Alain. Ils peuvent vraiment donner de vie à cette équipe-là. Tu sais, on a parlé de Barger. Moi, j'aime beaucoup ce que je vois de lui. Il y a des choses qui s'en viennent avec Barger. Tu sais, Dalton Varsho, tu sais ce que tu as avec lui. C'est pas un gars qui va être nécessairement souvent sur les buts, mais il est capable de frapper de la puissance, excelle en défense. Il y a des éléments le fun du côté des Jays. C'est pas une mauvaise équipe, mais il faut que les gars jouent un petit peu plus à la hauteur de leur talent. Là. Et là, j'inclus... je sais que je tape souvent sur le clou à Vlad, mais là, en plus, on lui a donné l'argent, là. Fait que, tu sais, ça en prend un petit peu plus de Vlad, puis ça en prend un petit peu plus de Santander, beaucoup plus de cas de Santander, alors que Springer connaît une saison pas mal plus intéressante que plusieurs avaient anticipé. Ouais. Fait qu'il y a des choses quand même intéressantes. C'est pas parfait, loin de là. Il y a personne, il n'y a pas une équipe qui est parfaite non plus. Mais il faut qu'il y ait des gars, Alain, qui doivent se réveiller. Là. On est rendu quand même, il y a quand même un quart de la saison de jouer. Là, première chose qu'on va faire, on va se réveiller demain matin, il va y avoir la moitié de la saison de jouer. Là. Fait qu'il faut pas attendre rendu là pour jouer le meilleur baseball possible. Là. Je vais te poser une question sur Andrés Giménez, Marc, qui a fait écarquiller les yeux au cours des 2 premières semaines. Ça a ralenti beaucoup depuis. Giménez, c'est pas un gros rendement d'attaque. On va être franc, là, mais tu regardes la tendance des dernières années, c'est à la baisse avec Cleveland. Est-ce que son gain est suffisant pour le garder? T'sais, je sais qu'on voulait raffermir la défense, puis ça, c'est réussi dans l'ensemble. Son gain est exceptionnel, mais j'entendais des critiques à son endroit. Est-ce que, dans le fond, les critiques sont justifiées ou si le fait que certains autres ne produisent pas font en sorte qu'il y a plus de réflecteurs vers Andrés Giménez? Ben, écoute, tu lèves des points intéressants, mais moi, je pense à l'attaque, il a été mal utilisé. C'est pas un gars qui devrait frapper 4e ou 5e. Là. Et c'est là qu'on l'a placé. Moi, Giménez, là, rends-toi sur les buts. Il y a 9 buts volés, il y a quand même 17 points marqués lorsqu'il a joué. Je veux dire, quand il est sur les buts, il peut provoquer des choses, mais c'est pas le gars qui va. C'est pas le gars qui va produire pour puissance et points produits. C'est pas ça son rôle. Là. Moi, je pense que c'est un gars de bas d'alignement. Puis s'il frappe 8 ou 9, ben, soudainement, tu as un gars qui est capable, selon moi, de produire. Là, tu vas me dire, c'est quoi la différence? Quand tu frappes derrière Vlad ou t'es 4e ou 5e, tu te retrouves avec des coureurs en position de marquer. On a besoin d'un ballon sacrifice. On a besoin de... Ben, tu sais, c'est le type de joueur qui va se mettre probablement de la pression. Alors que lui, là, c'est un gars qui doit éparpiller la balle, qui doit frapper les balles à tous les champs, se rendre sur les buts, courir, venir marquer du premier sur un double. Des choses comme ça. C'est ça, Giménez. Faut qu'on exploite ses forces un peu mieux. C'est pas en le plaçant dans le cœur de la formation en ayant toujours des situations de points produits. Je sais que les Jays cherchent des solutions pour marquer plus de points, mais ils courent en position de marquer. Mais lui, c'était pas la solution à ce niveau-là. Et pour répondre à ta question, Alain, moi, je pense que oui, son gain, il vaut la peine. Écoute, l'échantillon est pas très grand, là, dans jouer quelques matchs, là, mais la différence est flagrante. Le gars fait une différence en défense. Demandez à tous les lanceurs des Blue Jays, ils vont dire, moi, c'est là que je le veux, puis j'en veux pas d'autres. Je veux dire, c'est excellent. Donc, le gars peut faire une grande différence. Il y a un minimum en attaque, mais le minimum
va placer ton joueur, ton frappeur dans le bon ordre, dans le rôle offensif, puis ça va l'aider un petit peu plus. Est-ce qu'il va passer d'un frappeur de... Il est à quoi présentement, là? La moyenne au bâton, là, c'est 195. Oui. Et je pense que c'est un gars qui est capable de faire un petit peu mieux. Mais ça veut pas dire que si tu le frappes, tu mets 8 ou 9e, qu'il va devenir un frappeur de 300. Mais est-ce qu'il peut devenir un frappeur plus professionnel? Moi, je pense que oui. Marc, je vais te parler pour terminer des petits joueurs. Et ce qui m'a amené là, c'est un entrefilet dans toute l'actualité du baseball. C'est Tony Kemp qui a pris sa retraite. Tony Kemp, c'est un petit joueur qui a trouvé quand même sa niche dans le baseball. Et dès son arrivée au niveau universitaire, c'est quand même Vanderbilt qui l'a recruté. Donc, on a vu quelque chose dans ce gars-là. C'est un joueur de deuxième but que les Astros de Houston ont repêché en 5e ronde. C'est en 2013. Puis lui, il a fallu qu'il fasse sa place. Au deuxième but, c'est sûr que c'était pas là qu'il était pour jouer. On avait déjà un, puis on savait qu'il était pour être là longtemps. Donc lui, il a fallu qu'il développe sa polyvalence. Ce qu'il a fait, il a joué partout. On l'a mis comme voltigeur, s'est développé comme voltigeur. Et quand on dit pas gros, Marc, c'est vraiment le cas. Là. Officiellement, on dit 5 et 6, 160. Le 160, je suis pas certain, mais c'était pas le plus gros. Mais c'est un gars qui était capable de remplir le rôle qu'on voulait lui confier sans rechigner. Ce genre de joueur-là, on parle de 2013, 12 ans plus tard, pas sûr que c'est en 5e ronde qu'il serait repêché aujourd'hui. Et lui, Tony Kemp, il a émis un communiqué lorsqu'il a annoncé que c'était terminé. Il dit, regarde, c'était mon rêve, j'ai pas lâché, j'ai pu réaliser ce que je voulais faire, puis ça prouve que des petits joueurs ont encore leur place dans le baseball, même si c'est pas facile, il faut continuer d'y croire. Je pense que ça, tu l'as dit souvent, Marc, ce qui te désole un petit peu, c'est vraiment les préjugés, toi, envers ce genre d'athlète-là. Compte tenu des tendances observées. Là. Tellement. Puis je sais, Alain, là, tu vas prendre un gars de 5 et 9, 175 livres, puis là, le gars à côté, il est 6 et 3, 210. Ils ont des bonnes mains, les deux. C'est sûr, tu vas prendre le gars de 6 et 3. Tu comprends? Parce que là, il va être plus fort, plus ci, plus ça. Mais il y a de la place. S'il y a un sport qui peut permettre ça, c'est bien le baseball. Et je le sais que les tendances, c'est qu'on va chercher, tu sais, on parle à Alex Agostino, on parle à tous les recruteurs, puis c'est sûr que tu vas aller chercher le gars, bon, qui est physiquement, qui est un petit peu plus imposant. Mais on passe à côté de la traque, selon moi. Tu sais, il y en a des saprés bons joueurs. C'est vrai que ça va être plus difficile. C'est de plus en plus difficile, mais c'est faisable. C'est faisable. Il faut que tu te démarques. Écoute, t'as pas le choix. Il faut que tu sois toujours un petit peu meilleur que l'autre. Mais moi, je pense qu'il y a de la place. Regarde, Alain, les tendances des 10 dernières années. Là, je parle de la façon dont on joue la game. Ouais. On joue le baseball. Là, on est revenu avec on veut des voltigeurs de centre qui attrapent la balle. Alors qu'à un moment donné, on a dit non, là, ça nous prend des frappeurs, on laisse faire un peu la défense, on veut des frappeurs. Puis là, on s'est aperçu que, oups, on était peut-être mieux d'avoir des gars qui pognent la balle parce que, ça bouge un peu à ce niveau-là. Il y a de plus en plus de bons athlètes, Alain, qui choisissent le baseball. Là, je parle que lorsque tu es à l'université, tu joues au football, au basketball, au baseball. Donc, c'est sûr que les plus petits joueurs, ça devient... Le défi est énorme. Mais tu sais, t'as un Ozzie Smith qui arrive dans le baseball d'aujourd'hui, là. Est-ce que tu lui donnes une chance? Tu sais, Ozzie Smith, c'était quoi? 5 et 10, 150 livres? Tu sais, Mookie Betts. C'est pas un colosse. Alex Bregman, c'est pas un colosse. Pourtant, c'est des gars qui, tu sais, je veux dire, il fallait qu'il en fasse, tu vas me dire, un petit peu plus. C'est Betts, c'est un athlète hors pair dans plusieurs sports. Bregman a développé une belle puissance. On n'a pas parlé d'Ozzie Altuve. C'est, en fait, une raison pourquoi Tony Kemp est devenu joueur de soutien à ce niveau-là. Donc, je le sais les tendances. Je suis pas fou, Alain, je vois ce qui se passe, mais je vais toujours croire, moi, qu'il y a de la place pour des talents comme ça. Autant qu'il y a de la place pour des lanceurs de finesse. Et en ce moment, là, les Orioles de Baltimore, là, ils en prendraient 2, 3 lanceurs de finesse qui lancent des prises. Tu comprends ce que je veux dire? Fait
À un moment donné, là, tout ça revient un petit peu, ça va revenir. C'est une combinaison de tout ça qui va créer une bonne équipe. Des gars qui vont frapper, des gars qui sont plus forts, mais des joueurs qui sont un peu plus petits. Je regarde, David Eckstein, rappelle-toi de David Eckstein. Ben oui. Regarde le réco présentement des Angels, justement. Les gars sont pas nécessairement des costauds. Alain, prends le choix le premier choix au total l'année dernière, là, c'est Travis Bazana. Là, on dit 6 pieds, là, mais je vous garantis qu'il n'est pas 6 pieds, mais c'est pas un monstre, c'est pas un gars qui est arrivé avec un physique imposant. Donc, moi, je pense qu'il y a quand même de la place pour des gars comme ça. Puis je vais toujours y croire. Il y a trop de talent parfois qu'on regarde pas puis qui pourrait aider des équipes à ce niveau-là. Oui, Bazana, remarque, lui, il était dans une grosse organisation, Oregon State, un MPP à 1400, quelque chose. C'est difficile de ne pas attirer l'attention quand tu as des chiffres comme ceux-là. Moi, Marc, là où je pense qu'on va perdre des joueurs, c'est le fait qu'on a réduit beaucoup le nombre de clubs-écoles. Il fallait quand même, c'est pas tous des prospects qui jouaient au sein des équipes, même qu'il y a des joueurs qui sont identifiés pour remplir un chandail, pour permettre aux autres de jouer. Il y avait un terme pour ça là, au niveau mineur, mais pour des prospects comme toi, tu en étais un prospect, tu étais considéré comme un choix de première ronde pratiquement quand tu es arrivé, mais les joueurs avec qui tu jouais, c'était pas tous de ça. Là. Il y en a même là-dedans que tu regardais puis tu disais, bon, lui, c'est probablement qu'il n'ira pas plus loin. Mais il y a des gars là-dedans, par contre, qui réussissaient à se démarquer. C'est ces gars-là qu'on ne verra plus, Marc, et qui devront passer par le baseball indépendant. Puis même là, Marc, même si tu produis des préjugés ou encore les données qu'on a aujourd'hui vont faire en sorte qu'on passe à côté. Il va falloir que tu en fasses plus qu'un autre. Ça, c'est clair. Oui, c'est ça. Ça, c'est clair. Mais tu sais, il y a des exemples dans d'autres sports, comme le hockey, par exemple, tu sais, des Martin Saint-Louis, justement, là, ou même des Cole Caulfield, à la limite. Mais il faut juste pas totalement les ignorer tout le temps. Puis, encore une fois, je me répète, mais s'il y a un sport qui peut permettre ça, c'est bien le baseball. Je sais que des Byron Buxton puis des Aaron Judge sont le fun à voir, puis des Julio Rodriguez, puis là, ils arrivent avec leur fibre rapide, en plus avoir un physique imposant. C'est spectaculaire. Mais tu peux avoir aussi un joueur qui est 5 et 10, qui peut faire un travail qui est non seulement honnête, mais qui peut te permettre de gagner. Mais je trouve ça plate. Moi, c'est des préjugés que je tente d'effacer là, le plus que je peux. J'en ai trop vu, Alain, des bons joueurs. J'en ai vu des tonnes qui n'ont pas passé. Là. Mais je te dis, là, si j'y mettais dans le baseball majeur à la place de d'autres, là, on aurait peut-être été surpris. Il y en a beaucoup d'histoires comme ça. Il y en a des gars qui ont eu leur chance parce que justement, il y avait un physique peut-être un petit peu plus imposant qu'un autre, puis ils ont fait une belle carrière, puis tant mieux. Mais moi, je pense qu'il faut continuer à voir beaucoup plus large que de toujours cibler le corps parfait de 6 et 3, 2, 10 qui court comme le vent. Là. Oui. Ben, chapeau à Tony Kemp, Marc. Juste ce gars-là qui nous a amené dans une conversation quand même fort intéressante, là, qui nous amène à réfléchir un petit peu. Le talent, ça vient dans tous les formats. C'est pas compliqué, je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Là. C'est le temps de l'horaire des matchs de la semaine à RDS, qui est une présentation de Lester. C'est le maître du smoke meat et des hot dogs depuis 1931. Que ce soit pour un match, un party chez des amis, un barbecue à l'extérieur, festin en famille. Donc, Lester sera là avec vous au rendez-vous disponible chez votre épicier préféré. 3 matchs cette semaine et 3 matchs, ma foi, qui promettent les Mets contre les Red Sox de Boston ce lundi. C'est à compter de 18h30. C'est un match présenté à RDS 2. Mercredi, on verra l'autre équipe de New York, les Yankees contre les Rangers du Texas. C'est à RDS que ce match vous sera présenté 19h et dimanche à 19h, comme à l'habitude, c'est à RDS 2. On reverra les Mets à domicile contre les Dodgers de Los Angeles. Ça promet comme affrontement. Les Dodgers qui ont beaucoup de défis avec de nombreuses blessures. Clayton Kershaw qui est revenu, est-ce que ça va régler des problèmes? Pas tout à fait certain. Il va falloir attendre quelques sorties encore avant de voir si oui ou non. Dans son cas, il reste encore du millage dans ce bras gauche. Je vous remercie d'avoir été là avec nous. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre compte complet. D'ici là, on se souhaite du bon baseball. À très bientôt. Balado compte complet vous a été présenté par Plan de Match à Boucherville et au Saguenay, fiers partenaires de votre passion.